Bienvenue donc ici pour le chapitre numéro 6 de ce cours de stabilité béton et génie civil, première année et deuxième quadrimestre. Donc comme on le voit ici par rapport aux 8 chapitres, nous sommes ici au chapitre numéro 6 sur la distribution des contraintes dans un sol et sur un mur de soutènement. Donc ce qu'on va essayer de s'attarder dans la compréhension de ce chapitre à effectuer, c'est de comprendre comment est-ce que le sol fait vis-à-vis de la poussée pour essayer de réaliser finalement des efforts de contrainte pure et dure de poussée. Et on va essayer de délimiter vraiment l'effort propre de ce qu'est une poussée ainsi qu'une butée par rapport aux terres qui sont retenues par un mur de soutènement. Donc on va commencer par les distributions de contraintes dans le sol. Donc pour essayer de comprendre ça, on va essayer de s'attarder pour comprendre qu'il existe par rapport à un échantillon de sol, qui serait ici notre particule de sol parallélépipédique, comme on le voit, ben, il y a en fait deux contraintes, il y a deux effets de pression en fait. Il y a un effet de pression d'abord verticale, de contrainte dite verticale, et un effet de pression et de contrainte horizontale. C'est pour ça qu'on voit ici le petit symbole V pour vertical et H pour horizontal. Donc la lettre grecque sigma représente toujours en fait une contrainte qui est dans le langage courant une pression, une force sur une surface. Donc on va avoir une pression verticale qui va engendrer une pression dite horizontale. Sur la droite du schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement le diagramme triangulaire qui est en fait l'évolution de la valeur de la contrainte horizontale dans le sol qui s'appliquerait sur, tout simplement, on imagine un mur de soutènement ou sur les particules à côté de cette particule de terre imaginaire. Le Z que l'on voit à gauche est la profondeur à laquelle on se situe. Et pour comprendre en fait comment quantifier cette contrainte verticale, on va tout simplement imaginer une colonne de terre que je vous ai dessinée ici en pointillé qui aurait l'action d'effectuer une pression sur la facette supérieure de notre échantillon de sol, et cette pression verticale, ce serait sigma V, qui vaudrait quoi? Qui vaudrait le poids volumique gamma du sol qui est à l'intérieur de cette colonne de terre imaginaire, fois la hauteur Z sur laquelle existe cette colonne de terre, tout simplement. Donc on voit qu'en fait, la petite pression qui est ici dessinée par les petites flèches, c'est le poids volumique du sol qui est situé, comme on le voit sur le schéma, fois la hauteur à laquelle, ou même la profondeur à laquelle se situe notre échantillon de sol. Donc plus forcément on va aller bas dans le sol, plus la hauteur Z va augmenter, la profondeur Z va augmenter. Donc avec ça, plus on va aller bas, plus on va avoir une contrainte importante, puisque gamma, lui, ne varie pas, il restera le même qu'on soit au-dessus du sol ou bien en profondeur dans le sol. C'est Z qui va varier. Donc qu'est-ce que va subir cet échantillon? En premier lieu, c'est un effet gravitaire, c'est la pression verticale. Quelle va être la conséquence maintenant de cette pression verticale? En fait, le petit parallélépipède, le petit échantillon de sol que l'on a là, il faut bien à un moment donné qu'il se déforme. Si on lui effectue une pression verticale, il faut qu'il se déforme latéralement. Et donc cette déformation latérale de notre échantillon de sol va se traduire par une pression horizontale de notre échantillon de sol sur le sol qui est à côté de lui ou même sur la paroi du mur si on est sur un mur de soutènement. Donc vous voyez ici qu'on va avoir des petites flèches qui correspondent à la conséquence de la pression verticale qui engendre forcément une expansion horizontale de notre échantillon de sol. Et pour exprimer cette pression horizontale due à l'expansion du sol, on va exprimer que cette contrainte, cette pression horizontale vaut une certaine proportion de notre contrainte verticale. Et donc pour exprimer cette proportion, on va appeler cette proportion entre les deux contraintes le coefficient K, qui dans le langage courant s'appelle le coefficient de poussée des terres. Alors là, je vous prends l'exemple d'un sol qui est tout à fait sec, qui n'a aucune interaction avec une surcharge, avec de l'eau ou quoi que ce soit.
Le but ici dans les exercices futurs est de pouvoir effectuer le même raisonnement mais avec la présence d'une eau. Et pour ça on va voir deux cas. Soit l'eau est en dessous de notre niveau de sol, soit il est au-dessus. Alors s'il est en dessous, qu'est-ce qui se passe? On a une première hauteur ZW, donc une première profondeur à laquelle se situe l'eau, et on a Z, l'échantillon de sol, la profondeur à laquelle l'échantillon de sol se trouve. Donc ici, on va avoir sur la gauche U, qui est la pression de l'eau sur notre échantillon de sol. Et U, comment on va le calculer? C'est simplement la pression verticale sur notre sol, mais due à l'eau. Ça va être gamma W, le poids de l'eau. Sur quelle hauteur? Sur la hauteur ici. Que vaut cette hauteur? Elle vaut Z, la hauteur totale, moins ZW. Donc la pression verticale qui s'applique sur notre échantillon de sol et qui est due à l'eau, c'est gamma W fois Z moins ZW. Ça, c'est uniquement l'impression de l'eau. Si on va ici à droite et qu'on va essayer de voir l'intensité de la contrainte verticale au niveau de notre échantillon de sol, qu'est-ce qu'on va avoir? Sur la première couche ici, on va avoir un sol qui a un poids volumique gamma 1, sec, humide même, peu importe, mais qui n'est pas saturé en eau. Et donc, si on se met au niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement gamma 1, le poids volumique de ce sol, fois ZW. Et donc avec ça, on sait exactement quantifier la valeur qu'on aura en contrainte verticale à ce niveau-ci. Quand on est au niveau maintenant de l'échantillon de sol, ici, on va avoir quoi? On va avoir la pression due à notre premier sol, gamma 1 fois ZW, plus, alors, gamma sat fois Z moins ZW. Qu'est-ce que c'est? En fait, gamma sat, c'est le poids volumique saturé du sol qui est ici dans l'eau. Donc là, on va avoir comme pression verticale supplémentaire à la première couche de sol, gamma sat fois cette hauteur-ci, Z moins ZW. Donc ça, c'est la contrainte totale que l'on rencontrera ici dans notre échantillon de sol. Donc on s'aperçoit ici que l'action de l'eau dépend de son niveau, et comme ici on est au niveau de l'intérieur du sol, on a l'influence de cette eau par rapport à l'action de la pression verticale qui est reconnue via le poids volumique saturé, que l'on voit toujours donc, par rapport à ceci. Donc par rapport à ça, nous qu'est-ce qu'on va se dire? En fait, l'action verticale qui va s'appliquer sur notre échantillon de sol va dépendre de ce que l'on voit ici, notre diagramme à droite, et le diagramme à gauche. Donc, la pression verticale va être contrecarrée par l'action de l'eau, par le principe d'Archimède, qui tend, lui, à faire monter vers le haut notre particule de sol. Tandis que la contrainte ici verticale, elle, a tendance, comme on le voit, à faire descendre et pousser vers le bas notre particule de sol. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ de ces deux idéologies de pression verticale, une vers le bas, une vers le haut, on va en sortir ce qui s'appelle une contrainte verticale effective. Donc comme on le voit ici, une contrainte sigma ou une pression verticale, et le prime c'est pour dire effective. C'est quoi effective? C'est le réel effet vertical qui va s'appliquer sur notre particule de sol en présence d'eau. Et donc pour ça, on va dire que la contrainte verticale effective, c'est la contrainte verticale sigma V moins la pression interstitielle de l'eau sur l'échantillon de sol. Donc j'ai qu'à reprendre cette expression générale de sigma V moins U, la pression interstitielle. Mathématiquement, quand je développe, j'atterris à ceci. Et là, on voit apparaître ici une nouvelle donnée qui est gamma prime, le poids volumique déjaugé de notre sol. Donc on voit que la contrainte verticale effective vaut la pression verticale de la couche au-dessus de l'eau, plus sur la hauteur sur laquelle s'applique l'eau, on a en contrainte verticale uniquement l'action du poids volumique déjaugé du sol, fois la hauteur forcément où
il y a la présence d'eau. Donc ça, c'était notre premier cas, où le niveau de sol se situe, comme je vous l'ai dit, en dessous de notre niveau de sol. Si maintenant on se situe dans le deuxième cas, donc là on a notre niveau d'eau qui est au-dessus du niveau du sol, ben là on voit la première différence, c'est que par rapport à ce qui est au-dessus du sol, on est dans l'eau. Donc on n'est plus avec le poids volumique gamma A, mais on est avec le poids volumique gamma W. Et on retrouve au niveau du sol, un sol qui est complètement immergé, donc qui est saturé en eau, et on a le gamma saturé. Donc là, dans ce schéma-ci, la pression interstitielle de l'eau démarre ici, au niveau de l'eau, et finit ici, où il y a la présence de notre échantillon de sol. Que vaut cette valeur de la pression interstitielle de l'eau? C'est gamma W fois la hauteur sur laquelle s'applique cette eau, c'est tout ceci, plus encore cette partie-là, Z plus ZW. Tandis que la pression due par rapport uniquement au sol et, si nécessaire, à l'action de l'eau, c'est en plus, on a sur la première partie ici à droite, on a une première pression de l'eau, pression verticale, qui est gamma W fois ZW, cette hauteur-ci, plus sur cette hauteur Z, on a la présence du poids volumique saturé, donc on aura une pression ici en bas qui vaut gamma W fois Z, W, plus le poids volumique saturé fois la hauteur de notre sol, à savoir Z. Donc si on veut faire comme tout à l'heure, avoir une idée de la contrainte verticale effective, donc la pression effective qu'il y a réellement en application sur notre échantillon de sol, on va faire sigma V moins U. Et mathématiquement parlant, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit qu'en fait, la contrainte verticale qui va réellement s'appliquer sur notre échantillon de sol, quand le niveau d'eau est au-dessus du sol, là, la pression serait égale à gamma prime, le gamma qui vaut donc le poids volumique déjaugé, fois Z. Et que représente Z? Z, en fait, c'est simplement la profondeur par rapport au niveau de sol de notre échantillon de sol. Donc on voit que dans cette expression, la hauteur ZW n'influence pas la valeur de la contrainte sigma prime V. Donc là, on voit bien que peu importe le niveau d'eau et le ZW, peu importe sa valeur, on aura une pression qui s'appliquera sur le sol en bas qui vaut Z fois gamma prime uniquement. Donc ça, ce sera intéressant de pouvoir les calculer quand on sera dans le chapitre des exercices. Deuxième critère et paramètre important ici à retenir. Donc comme on le voit ici là-dessus, on va essayer de s'attarder sur l'existence et le développement même d'une poussée et d'une butée derrière un écran de soutènement. Alors il faut d'abord bien voir les deux schémas ici ci-contre. Le premier schéma est celui de gauche où on voit d'abord l'effet d'une poussée, où en fait c'est quoi une poussée? C'est simplement des terres qui poussent avec une force F sur un mur et qui essayent de faire basculer le mur vers le vide. D'ailleurs on le voit bien par rapport à cette flèche-ci, on voit le basculement du mur avec un déplacement vers le vide, vers l'espace laissé libre ici. Ça vraiment représente l'effet de pousser des terres sur un mur. En ce qui concerne l'effet de butée, qu'est-ce qui se passe? Là par contre le déplacement du mur va vers les terres. Et donc il y a un basculement de ces terres, de mur vers les terres. Et donc qu'est-ce qui va réellement se produire en vrai? Ça peut être, je sais pas moi, j'invente un impact d'un objet sur le mur qui comprime les terres. Les terres qui étaient en équilibre avant, qu'est-ce qu'elles vont faire quand on va avoir un déplacement vers la droite du mur? Ces terres vont essayer de freiner ce déplacement et de pousser sur ce mur. Et cette poussée sera ce qu'on appelle une butée. Donc la poussée des terres, c'est ce qui va engendrer la ruine du mur, qui va faire tourner le mur vers le vide. Une butée, c'est l'inverse, c'est le mur qui se déplace vers les terres, et les terres ont tendance à repousser ce mur, et c'est l'effort de butée qui est ainsi représenté. Alors, si on doit représenter un petit peu par rapport au déplacement du mur, vous voyez en horizontal ici en rouge,
par rapport à l'effort F en vertical l'ordonnée, on va discerner trois états du massif. L'état dit en poussée, l'état dit au repos et l'état dit en butée. Donc comme je vous ai dit, quand on est en poussée ici, qu'est-ce qui se passe? Notre sol a tendance à essayer de faire pousser de plus en plus loin notre mur. Donc il va avoir dans ce massif une expansion. Donc on n'aura pas nécessairement une valeur d'effort de force F important, mais on aura ce qui s'appelle ici en indice A une poussée dite active. Ça veut dire qu'elle va activer le mécanisme de ruine du mur. L'état dit au repos, alors en fait on parle d'un état dit au repos quand on n'est pas dans l'expansion de massif par rapport à l'effet de poussée et on n'est pas dans l'effet de butée. On est ce qui s'appelle au niveau de l'état de repos. En fait, l'état de repos, c'est quand il n'y a pas de déplacement de mur. On est sur l'origine zéro de notre système d'axe. Et donc s'il n'y a pas de déplacement du mur, en fait, on n'autorise pas le mur à bouger. C'est valable en pratique dans des cas concrets pour des bajoyers d'écluses. Là, il n'y a pas beaucoup de déplacements, on ne tolère pas beaucoup de déplacements horizontaux. Notamment dans les blindage de fouilles où des gens doivent travailler dans des tranchées. Là non plus, on n'autorise pas de déplacement. Et donc, on reste relativement sévère. Par rapport à quoi? Par rapport à l'effort F. Parce que si vous laissez la possibilité à un massif de se déformer, forcément, avec le déplacement du mur vers le vide, vous allez décomprimer le massif et vous allez diminuer cet effet d'effort vers le mur. Tandis que si on ne tolère pas de déplacement et de déformation du mur, toute cette tension qu'il y a dans les terres, il faut qu'à un moment donné, elle se transmette uniquement au mur. Et donc c'est pour ça que l'effort au repos est plus important que l'effort en poussée active, parce que le déplacement du mur et cette déformation favorisent la décompression des terres et donc diminue l'effort. Tandis que quand on a l'état de repos, il n'y a pas la possibilité. Et par contre, vous voyez, si on se déplace vers la droite du graphique, là, on va avoir déplacement du mur vers le sol, et donc le sol va être comprimé. Et donc on va avoir ce qui s'appelle une rupture du massif de terre en butée. Et là, on va avoir un effort PP, qui est un effort de poussée, indice P, passive. Donc on va avoir la poussée des terres sur le mur, mais en effet passif, ça veut dire que c'est les terres qui subissent le déplacement du mur, et pas l'inverse. Donc là, ce graphique, c'était pour vous montrer donc vraiment les trois différences d'effort entre PA, l'effort de poussée actif, ruine du mur, état au repos P0, pas de déplacement du mur, déplacement du mur vers les terres PP, poussée passive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe dans quelle situation réelle on se trouve, les terres sont toujours normalement dans un système dit d'équilibre, comme on a calculé au chapitre précédent. Donc ça veut dire qu'elles restent stables. Elles restent stables suivant quelles hypothèses? Suivant en fait l'élasticité. C'est cette mini-élasticité des terres dans le massif global qui crée cet équilibre. Et cet équilibre, il est variable. Il va dépendre de la hauteur du talus, il va dépendre de la rugosité du parement qui est situé devant les terres. Il dépend notamment aussi de la pente, donc le fruit du mur, si il est très incliné ou pas. Des dimensions aussi géométriques du mur, s'il y a une semelle à l'arrière, s'il y a une surcharge sur le terre-plein, s'il y a une présence d'eau, si on est avec un angle de frottement interne élevé ou pas. Donc tous ces paramètres vont faire varier cet équilibre du massif vers en fait deux extrêmes, qui sont ce qu'on appelle l'état d'équilibre limite inférieur et l'état d'équilibre limite supérieur. En fait, l'état d'équilibre limite inférieur, c'est le massif qui va de plus en plus tendre vers une rupture de l'ensemble du massif plus le mur. Donc c'est vraiment le mur qui se décompresse de plus en plus et qui pousse dans sa décompression le mur vers la ruine. Mais là, on est passé d'un état d'équilibre limite vers un état d'équilibre limite inférieur. Et l'opposé, c'est quand le mur pousse le massif de terre et se déplace vers celui-ci. Là, on est passé d'un état d'équilibre de nos terres vers un état d'équilibre limite dit supérieur.
Donc, si on doit résumer ce qu'est un état d'équilibre limite inférieur, c'est une décompression du massif due au déplacement faible du mur vers le vide. C'est la naissance même de la poussée d'éther active uniquement. Par rapport à cela, dans cette situation, on se situe bien sur la gauche de notre graphique. On est dans la décompression du massif, donc dans l'expansion du massif, et on est dans la présence d'une poussée dite active, qui active la ruine du mur. Si on est maintenant, par rapport à cela, dans l'opposé, donc on n'est plus au niveau de la poussée, mais on est au niveau de la butée, on passe alors à l'état d'équilibre limite supérieur. Donc là, on a une compression du massif, et pour contrecarrer ce déplacement, les terres vont freiner le mur en poussant dessus et en exécutant une poussée passive qui s'appelle la butée. Donc là, on voit qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de donner une réelle valeur propre à cette butée. C'est toujours faisable dans les calculs, on le verra bien, mais c'est plus compliqué de vraiment définir ce phénomène de butée. Mais pour bien faire comprendre, on est ici sur la droite du schéma avec des efforts plus imposants pour pouvoir retenir le déplacement du mur. Et là, on est avec des efforts de poussée passive et de compression de massif plus importantes. Donc dans la logique des choses, qu'il faut bien comprendre, dans les efforts de poussée, la poussée active c'est la plus faible. Puis après, il y a la poussée au repos qui est plus grande. Et puis encore après, c'est la poussée passive qui est la plus grande des trois. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de notre coefficient de proportionnalité entre la pression verticale engendrée au sol et son expansion horizontale qui crée la pression horizontale. Ce coefficient K est ce qu'on appelle, nous, le coefficient de poussée d'éther. Comment est-ce qu'on va le calculer? En fait, il y a plusieurs possibilités de le calculer dans nos calculs. Alors, le premier coefficient qu'on pourra retrouver, c'est le coefficient dû au repos. Donc, le coefficient au repos, c'est quand notre poussée d'éther est au repos, c'est le coefficient qu'on va appeler K0. De manière générale, en simplification bien évidemment, on va dire que on va utiliser pour K0 la formule 1 moins sinus phi, où phi est l'angle de frottement interne de notre sol. On vous donne pour les sables et les argiles des ordres d'idées de valeur de coefficient K0. Pour le deuxième coefficient, le coefficient de poussée d'éther à l'état actif, ça c'est ce qu'on va appeler Ka, avec l'indice 1 pour actif. Là en fait on va essayer des tableaux. Il existe aussi la possibilité de formules, mais il existe aussi des tableaux. Ces tableaux, vous les voyez, sont ici. Vous avez en première colonne l'inclinaison du terre-plein par rapport à l'horizontale. Vous avez ensuite, deuxième colonne de 28 à 42 degrés, l'angle de frottement interne du sol qui est à l'état actif. Et enfin, dernière colonne, donc de 0, 5, 10, 15, 20, 25, c'est tout simplement par rapport à cela le fruit de notre mur, donc l'inclinaison du parement par rapport à la verticale. Pour ne pas utiliser ce tableau, on peut avoir affaire à des formules qui sont donc pour les murs verticaux dont le terrain retenu est horizontal, c'est la formule du dessus, c'est une formule qu'on utilisera souvent, notamment dans la formule de Rankine. Et ensuite, le deuxième, c'est pour les murs verticaux dont le terrain est incliné. Là, c'est la formule que vous voyez ici, où phi représente l'angle de frottement interne et θ l'inclinaison par rapport à l'horizontale de notre terre-plein. Toutes les valeurs phi et θ sont exprimées en degrés et pas en radians. Donc c'est toujours en degrés que l'on exprime ces expressions. Pour le coefficient de proportionnalité à l'état passif des terres, là c'est Kp. Et retenez que Kp c'est l'inverse de Ka. Donc la butée, en termes de proportionnalité, c'est l'inverse de notre massif qui est à l'état actif. Donc c'est ça uniquement qu'il faut retenir, Kp 1 sur Ka, proportionnalité inverse. Qu'est-ce que ça peut donner en vrai? En fait, comme vous le voyez ici, les deux schémas du dessus, vous voyez que c'est deux représentations du diagramme verticaux, et on a les valeurs qu'on donnait précédemment dans les chapitres précédents de nos calculs. On donnait les valeurs des pressions maximales, on disait voilà,
ici en dessous on a 70 kN par mètre carré, j'invente, ben, ces 70 kN par mètre carré ont été calculés de cette sorte, avec H la hauteur verticale. S'il y a un parement qui est toujours vertical et un talus qui est un peu incliné, ben là on peut alors faire en sorte que notre terre-plein incliné engendre quand même un diagramme de contrainte vertical. Et quand il y a un fruit de mur, ben là on incline notre diagramme de contrainte de cet angle qui est incliné ici. Et ça restera, comme vous le voyez, les mêmes formules. Donc soit on travaille à l'état dit au repos avec K0, soit on travaille avec l'état ici actif KA. Ça dépend dans quel cas on se situe. Voici la fin de ce chapitre numéro 6.